technologie à l'école bilingue Montessori de Lund en Suède. C'est une école où le français et l'anglais sont des langues d'enseignement, mais bien sûr, c'est une école suédoise avant tout. Comme Denis l'a dit, j'ai eu la chance d'être nommé enseignant de l'année en 2020. J'ai été finaliste du Global Teacher Prize en 2021 et tout récemment, j'ai été nommé professeur d'histoire de l'année en Suède en 2022 à Uppsala, l'Université d'Uppsala. Je suis historien de formation, mais j'ai commencé l'enseignement à l'école niveau secondaire ici, c'est Högstadiet en Suède, et j'ai immigré en Suède en 2002. Pardon, j'essaie de changer de... Ici, j'ai eu la chance aussi d'avoir beaucoup d'attention depuis tout ça. Et puis là aussi, on voit une photo de Uppsala qu'on m'a remis le tout dernier prix. Tout récemment, depuis le lancement du livre, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Et le livre que j'ai coécrit avec Charlotte Graham, Transformative Education, on espère avoir une version française bientôt. Et l'autre livre avec lequel Charlotte et moi, on a collaboré, How to Foster Creativity in 21st Century Education, vient d'être traduit en allemand. Et bon, j'en suis très fier. Je ne lis pas l'allemand, malheureusement, mais c'est bien d'avoir une publication dans une langue étrangère. Je suis également cofondateur de la société IntegraTeach. Je travaille aussi pour l'avancement de l'éducation STIAM. C'est le ISAS et bon, c'est un organisme qui est situé en Corée du Sud. Et je suis aussi membre du conseil d'administration de l'Association suédoise des sciences et de l'éducation populaire. Bon, on va directement parler du sujet. Je pense que la première chose à faire, c'est de mieux éduquer les enseignants sur la manière de reconnaître les erreurs de logique et les biais de confirmation et de savoir l'enseigner aux jeunes. Il y a trop de gens qui souffrent du fait que certains croient de fausses nouvelles. Et ça, c'est une citation qui vient d'un article dans le Devoir qui a été publié lors de mon dernier passage à Montréal. Et on doit se poser la question, puisqu'on est à l'ère de l'information, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de désinformation. Et la clé pour améliorer la compétence de pensée critique de nos élèves, c'est de leur montrer où regarder sans leur dire ce qu'ils devraient voir. Et c'est un grand défi pour nous, les enseignants, ou tout le monde qui travaille dans l'éducation, parce que l'analyse impartiale, ça reste un grand défi. On a tous des opinions et c'est difficile de ne pas les exprimer. Mais c'est un art et ça s'apprend. En fait, je dirais même que c'est une science parce que je vais vous donner des pistes justement pour savoir comment éviter de tomber dans ces pièges logiques. Donc ça, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais moi, j'évite d'utiliser le terme fausse nouvelle ou fake news quand j'enseigne parce que je pense que ce terme a été surutilisé et mal utilisé par des gens mal intentionnés. Je n'ose pas les nommer ici, mais c'est très important d'enseigner la différence entre les trois termes que les Nations unies ont déterminés, justement. Mésinformation, qui est misinformation en anglais, qui sont des informations fausses, mais qui ne sont pas créées dans l'intention de nuire. Donc, c'est souvent des gens qui vont partager des fausses nouvelles, par exemple, ou de la désinformation sans le savoir, de façon innocente, et puis ça se répand parfois de façon virale. Ensuite, il y a de la désinformation, disinformation en anglais, qui sont de l'information fausse, mais qui est délibérément créée pour nuire. Donc ça, c'est vraiment ma définition de ce qui est le plus nuisible, parce que les gens qui les produisent, ces nouvelles-là, sont conscients que ce n'est pas fondé sur la vérité. Il y a aussi la malinformation qui est basée sur la réalité, mais qui est utilisée pour infliger un préjudice. Donc, faire la différence entre ces trois termes-là, déjà, ça approfondit les connaissances des élèves et ça justement, amène à éviter d'utiliser ou de mal utiliser le terme fausse nouvelle ou nouvelle alternative. Tout d'abord, nous, les enseignants, l'image autoritaire et infaillible et omnisciente de l'enseignant traditionnel doit être remplacée par une sorte d'éducateur beaucoup plus humble. Je pense que l'école traditionnelle où l'enseignant a toujours raison, ça n'a plus sa place aujourd'hui au 21e siècle. Encore là, j'ai une citation de l'article du Devoir. Quand les élèves voient que je fais une erreur, je veux qu'ils n'hésitent pas à me le dire. Et je les félicite quand ça arrive. C'est un comportement que je veux encourager. Je ne peux pas toujours avoir raison et je pense que, justement, de faire en sorte de laisser la chance aux élèves de me corriger si je fais une erreur, ça leur donne beaucoup plus de pouvoir et ça les encourage, justement, à devenir des apprenants pour la vie. Je vous donne un exemple, justement, d'erreur. Je m'excuse d'avance parce qu'auparavant, j'ai fait une conférence
je pense qu'au cours des 2 ou 3 dernières conférences que j'ai faites pour le Centre Franco, j'ai fait une erreur. Et là, je veux justement admettre que j'ai fait une erreur parce que j'ai dit souvent en présentant ce tableau que seulement 47% des jeunes de 15 ans dans les pays de l'OCDE sont capables de faire la différence entre des faits et des opinions. Et j'ai dit ça justement dans l'entrevue pour Le Devoir. Et heureusement, il y a des journalistes qui font bien leur travail et puis ils ont vérifié justement la source, ils ont regardé le document en question. Et moi, ma source, c'était justement l'auteur de cette recherche qui disait que 47% des jeunes ne savaient pas faire la différence entre des faits et des opinions. Mais quand les journalistes ont eux-mêmes regardé dans le document, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était seulement 9% des jeunes de 15 ans qui ne peuvent pas faire la différence entre des faits et des opinions dans les pays les plus développés du monde. Donc, à ma grande surprise, le 47%, j'étais même pas proche. Et puis, le graphique que j'avais utilisé n'était pas le bon. C'était le graphique que l'auteur de cette recherche a présenté pendant sa présentation. Donc, moi-même, je n'avais pas vérifié les faits que je rapportais. Donc, ça me fait plaisir de dire que j'ai fait une erreur parce que là, je la corrige et puis, malheureusement, je me rends compte qu'en corrigeant cette erreur, la situation est encore pire que je le croyais. Donc, justement, ça fait en sorte qu'on doit mettre l'emphase davantage sur l'enseignement de la pensée critique et d'admettre qu'on fait des erreurs, justement, c'est d'ouvrir la porte à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde et ça ouvre la porte aux élèves, justement, à devenir des bons vérificateurs de faits. Je m'excuse, parfois, je cherche mes mots en français. Ça fait 20 ans que j'habite en Suède, donc j'espère que vous n'aurez pas de problème à comprendre si parfois j'utilise des expressions qui sont un peu dépassées ou des mauvaises expressions. Donc, ce 9%-là, ça fait en sorte qu'on doit former les éducateurs afin qu'ils sachent reconnaître leurs propres erreurs de logique et biais cognitifs. Parce qu'on ne peut pas enseigner la pensée critique si nous-mêmes, on n'est pas conscients de nos limitations. Et comment faire ça? Tout d'abord, il faut savoir identifier les erreurs de logique. Il y en a beaucoup des erreurs de logique. Je pense que j'en ai parlé beaucoup au courant des présentations que j'ai faites auparavant. Les plus connus et les plus courants sont le ad hominem, quand on attaque le caractère ou l'apparence de quelqu'un au lieu de s'attaquer aux arguments. Moi-même, je commets ça souvent. Quand il y a un politicien que j'aime pas, par exemple, je vais souvent critiquer son apparence au lieu de critiquer ce qu'il a à dire ou ce qu'elle a à dire. L'homme de paille aussi, c'est souvent de mal représenter les arguments de quelqu'un pour justement mal les utiliser pour faire un argument qui est justement une erreur, un syllogisme, par exemple. Là, souvent, par exemple, on va voir des gens qui sont créationnistes qui vont mal citer Darwin ou qui vont faire la démonstration qu'ils ne comprennent pas vraiment comment la théorie de l'évolution fonctionne. Donc ça, on le voit souvent. Et pendant la pandémie, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui fondent leurs opinions sur des preuves anecdotiques, malheureusement, au lieu de regarder les choses dans leur ensemble. Il y a aussi la pente glissante, qui est très dangereuse. On l'utilise souvent avec les jeunes. Malheureusement, nous, les adultes, on va dire souvent aux jeunes, si tu commences à faire ça, donc ça va mener à ça et à ça et à ça. Et souvent, ça aussi, c'est pas vraiment un argument valable. Encore là, ça devient souvent dans le domaine de l'anecdotique, malheureusement. Je peux approfondir un peu plus sur ça plus tard, mais il y a un autre aspect qui est très important, pas juste les erreurs de logique, mais aussi les biais cognitifs, qui sont des erreurs, des jugements irrationnels et des raccourcis de la pensée. Les plus connus, c'est les biais de confirmation. Donc, c'est la nature humaine, justement, de croire les choses qui confirment nos préjugés ou nos idées préconçues. On va souvent faire, justement, du cherry picking ou faire de la cueillette, justement, des choses qui vont renforcer nos opinions qui sont déjà bien ancrées. Et c'est difficile d'accepter des choses qui vont à l'encontre des idées qu'on a. Donc, déjà, si on est au courant de ça, ça fait en sorte que on est un peu plus ouvert d'esprit. Et être libre penseur, c'est de savoir admettre, encore une fois, comme j'en ai fait la démonstration auparavant, qu'on peut faire des erreurs. L'effet Dunning-Kruger, je vais approfondir dans quelques instants là-dessus. Et l'effet placebo, j'ai l'exemple classique, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais mon grand-père est mort à l'âge de... non, pardon, j'ai fait une erreur ici. L'effet placebo, vous le connaissez tous, mais moi, je parlais d'une erreur de logique anecdotique ici. Par exemple, je vais revenir là-dessus, je suis désolé. Et l'effet de Halo. Là, je vais approfondir justement sur l'effet Dunning-Kruger. Ça, c'est un graphique qui est tiré du livre que j'ai écrit avec Charlotte Graham,
Transformative Education. Et l'effet Dunning-Kruger, en fait, là, c'est une vulgarisation, bien sûr, mais plus vous en savez, moins vous êtes susceptible d'être confiant. Encore là, je vais vulgariser, mais souvent, vous allez comprendre que les gens qui ont très peu de connaissances ou de compétences dans un domaine sont souvent les plus arrogants et les plus vocaux. Souvent, on le voit sur Internet, les trolls ont des opinions très, très fortes et souvent même violentes. Et on se rend compte souvent qu'ils n'ont pas vraiment les compétences pour parler du sujet en question. On remarque qu'à mesure que le niveau de compétence augmente, les gens perdent beaucoup de confiance dans leurs connaissances parce qu'on se rend compte que plus on en connaît, plus on se rend compte qu'il reste beaucoup à découvrir. Donc encore là, je parle d'humilité. Les gens qui sont souvent les plus humbles, il y en a parfois, j'en ai rencontré un en particulier qui a remporté un prix Nobel en physique et lui-même admet que même si Pearl, son moteur, a découvert que l'univers prenait de l'expansion de façon de plus en plus rapide grâce à l'effet Doppler, lui-même admet qu'il reste tellement de choses à découvrir qu'il n'a pas le même niveau de confiance en lui qu'à l'époque où il commençait comme étudiant au début de son éducation universitaire. Donc ça, c'est un bel exemple. Donc plus on en sait, moins on est confiant dans les choses parce qu'on se rend compte qu'il reste tellement de choses à découvrir. Donc là, encore une fois, j'invite les enseignants à être beaucoup plus humbles envers leurs élèves parce que souvent, on doit admettre que un peu la méthode socratique, Socrate qui disait toujours « la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et c'est ce qui faisait en sorte que c'était l'homme le plus sage à Athènes à l'époque de la Grèce antique. Pardon. Il y a aussi l'effet de halo, qui est connu sous le nom d'effet de notoriété. Il ne faut pas oublier que l'habit ne fait pas le moine. Et puis quand on admire quelqu'un, on a parfois tendance à lui prêter d'autres qualités positives, à accorder du poids à son opinion. Et je vous invite à faire la même chose avec moi. C'est pas parce que j'ai écrit un livre que vous devez croire tout ce que je dis. En fait, je vous encourage même à faire de la vérification de faits sur les choses que je vous dis. Et je le fais avec mes élèves aussi. Je peux me tromper. Et encore là, il y a certaines choses ici que je vous dis qui sont basées sur la science, oui, mais il y a quand même une partie de ça qui est fondée sur mes opinions personnelles. Donc, je pense que peu importe qui fait la recherche, on n'est jamais 100% objectif. Donc, je vous en prie, soyez conscients justement de l'effet de halo. Et puisqu'on parle ici de pensée critique, je vous invite à critiquer ce que je vous dis aussi. Je vous donne maintenant des exemples concrets de ce qu'on peut faire avec des jeunes en classe aussi. Et puis, il y a tellement de choses à découvrir. Mais tout d'abord, avec mes élèves de 7e année, j'aime ça identifier les fausses idées reçues. Par exemple, en histoire, quand j'enseigne sur Rome, ou la République romaine de Jules César, on a découvert que dans le dictionnaire anglais Oxford, qui est la référence dans le langage anglais, qu'il y a toujours, encore aujourd'hui, cette citation-là qui dit que Jules César est né par césarienne et c'est de là que le nom césarienne vient. Malheureusement, c'est faux. Heureusement plutôt. Je ne souhaite pas ça à personne, mais une telle procédure aurait été fatale pour la mère de Jules César à l'époque. Et la mère de Jules César, Aurélia, est encore en vie quand Jules César a tenté d'envahir la Grande-Bretagne à l'âge de 45 ans. Donc, c'est absolument impossible parce qu'il n'y a aucune femme qui a survécu une césarienne avant le 15e siècle. En fait, on n'est pas sûr au 15e siècle si c'est arrivé. Il y a un cas qui est répertorié à Prague, mais celui qu'on est sûr qu'il y a une vérification de fait, c'était au 16e siècle en Suisse. Encore là, on parle de grande différence. En fait, c'est un anachronisme historique très grave que le dictionnaire Oxford, justement, a encore aujourd'hui cette citation. Mais des nouvelles éditions du dictionnaire Oxford, ça n'arrive pas toutes les années. La prochaine sera en 2037. Mais heureusement, ils ont fait cette correction-là sur leur site web. Donc, si on va sur la version online du dictionnaire Oxford, ils ont retiré cette citation, justement, ou cet exemple de leur définition. Donc, ça nous enseigne aussi que même les sources les plus fiables, quand on parle du dictionnaire Oxford, il peut aussi y avoir des erreurs.
Donc, quand je vous parlais d'humilité, c'est pas juste au niveau de la personne, mais c'est aussi au niveau du matériel qu'on utilise. Encore là, il faut faire attention pour ne pas devenir cynique, parce que faire de la vérification de faits, c'est excitant, c'est bien, mais il ne faut pas commencer à rejeter tout, parce que, encore là, on doit garder espoir qu'il y a une vérité quelque part. Il y a beaucoup de légendes urbaines. Il y en a une qui est omniprésente. Et vous avez sûrement déjà entendu que selon des millions d'internautes, le corps de Walt Disney serait gelé cryogéniquement dans une chambre mystérieuse sous le manège des Pirates des Caraïbes à Disneyland en Californie. Et puis des histoires sur le corps de Walt Disney préservé dans un gel cryogénique après sa mort en 1966 sont tellement répandues dans le monde et surtout sur Internet que c'est pratiquement garanti qu'il y a au moins une personne qui y croit dans n'importe quel regroupement. Donc peut-être ici, il y a quelqu'un qui y croit. Et puis, on doit regarder aussi la différence de théories du complot qui existent en ligne, comme celle justement du gel cryogénique du corps de Walt Disney, qui ont donné lieu à d'autres légendes urbaines. Là, comme par exemple, en ligne, on peut lire souvent que Internet regorge d'exemples d'individus croyant en cette légende urbaine et qui affirment que la seule théorie du complot dans toute cette histoire est que la société Disney a créé le long-métrage d'animation Frozen en 2013 parce qu'elle voulait trouver un moyen d'empêcher les gens de facilement faire des recherches sur Google sur le fait que Walt Disney était secrètement congelé cryogéniquement après sa mort. Donc, on voit comme une légende urbaine peut mener à une autre légende urbaine, et ça, c'est vraiment important d'apprendre ça avec un grain de sel. Et c'est des exemples, justement, qui touchent les jeunes parce qu'ils ont tous regardé ça quand ils étaient plus jeunes. Donc, ils s'identifient à ces choses-là et souvent, ils vont regarder ça avec un peu d'humour et ça leur fait comprendre, justement, que ces choses-là sont très courantes en ligne. Comme je le disais, c'est une période de désinformation, malheureusement, mais il faut équiper les jeunes avec des bonnes méthodes de pensée critique. Il y a 3 principes essentiels pour contrer les théories du complot. Tout d'abord, je ne sais pas si vous êtes familier avec le rasoir d'Ockham. En fait, c'est un moine franciscain d'Angleterre qui a dit une fois que l'explication la plus simple est généralement la bonne, ou pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et ça, encore là, c'est une vulgarisation assez généraliste. Ensuite, il y a la méthode de Richard Feynman, et qui dit un peu la même chose, mais d'une façon différente. Et puis, je pense que Einstein a déjà dit quelque chose de similaire. C'est si une personne arrive à expliquer simplement un concept, c'est d'abord parce qu'elle l'a bien compris elle-même. Donc, souvent, les gens qui ont du mal à expliquer les théories du complot et qu'il y a trop de complexité, c'est souvent un petit drapeau rouge qui nous permet de voir que cette personne-là peut aussi utiliser un vocabulaire qui est incompréhensible. Il y a des exemples comme je pourrais parler de Deepak Chopra qui vend des millions de livres dans le monde, mais qui utilise des termes de mécanique quantique dans sa spiritualité. Et puis, ça mélange un peu les gens parce qu'il y a très peu de gens qui comprennent comment ça fonctionne, la physique quantique. Et il y a la norme de Carl Sagan qui dit que les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Donc, ça, c'est 3 règles assez essentielles, justement, pour faire comprendre, pas juste aux jeunes, mais aux enseignants avant tout, parce qu'il faut connaître ces choses-là avant de pouvoir les enseigner de façon efficace, qui sont très importantes dans le développement de la pensée critique, à l'échelle, je pourrais dire même globale, pas juste régionale. Encore là, comment enseigner l'art de la pensée critique? Encore là, j'utilise le mot art, mais j'aimerais qu'on le voit plus comme une science, en fait. Dans le livre, il y a une approche en 5 étapes vraiment à utiliser dans les programmes de formation des enseignants ou pendant les formations continues d'enseignants qui sont déjà dans le marché du travail. J'ai fait une traduction ici un peu de l'idée. C'est tout d'abord l'altération, qui, en d'autres mots, apprendre aux jeunes que c'est OK de changer d'idée quand on est présenté avec de nouvelles sources d'informations fiables. Donc, c'est pas donné que tout le monde est capable de changer d'idée. Souvent, on va s'ancrer justement dans nos idées préconçues et puis on va les renforcer, on va se faire une petite forteresse pour protéger justement nos opinions ou nos convictions, c'est le meilleur mot. Donc, l'altération, c'est une étape
qu'on doit apprendre jeune. Ensuite, la vérification. On doit vérifier si les choses apprises sont vraies. Ensuite, réciprocation, qui veut dire en fait partager justement ces nouvelles découvertes ou, par exemple, d'avoir une discussion sur les légendes urbaines ou sur les théories du complot ou sur des fausses nouvelles. Encore là, je vais dire plutôt sur la désinformation. Parce que ça se fait aussi d'une façon sociale. Ça peut être une façon d'apprendre de façon active. Il y a aussi faire une synthèse, parce qu'on ne peut pas toujours se focusser sur les petits détails. Il faut savoir justement synthétiser cette information-là. Et le plus important, selon moi, c'est de faire de l'exemplification, de donner beaucoup d'exemples de choses qui ont été vérifiées ou des choses, je perds le mot en français ici, mais debunk, qui ont été justement prouvées qu'elles étaient fausses. Donc, ces 5 étapes-là, on va en faire un petit exercice aujourd'hui. Je vais vous inviter à écrire dans la boîte de clavardage. J'espère que je vais avoir accès. Donc, on va faire un petit exercice ensemble. Je vous invite tous à participer, mais je veux que imaginez-vous que vous êtes un adolescent de 14-15 ans. Okay? Il faut un peu faire abstraction des personnes qu'on est aujourd'hui. Imaginez-vous dans une classe d'ados. Et puis, un exercice très simple pour apprendre aux jeunes que c'est correct de changer d'idée si on est présenté avec de nouvelles informations. Donc, si on veut apprendre à changer d'avis lorsqu'on nous présente des informations, des faits fondés sur des preuves, on peut faire un exercice du dilemme qui est très simple. Et là, c'est tiré directement du livre Transformative Education. Et ça, je le fais souvent en 7e ou en 8e année avec mes élèves. Donc, lors de l'introduction de l'activité, l'enseignant dit aux élèves qu'ils doivent s'imaginer qu'ils sont omnipotents, omniscients et qu'ils peuvent prédire l'avenir, mais qu'ils ont le pouvoir unique de prévoir le futur et d'intervenir pour empêcher qu'un terrible incident ne se produise, mais seulement pour un événement à la fois. Ensuite, l'enseignant leur présente 3 alternatives hypothétiques qui les obligeront à faire rapidement un choix difficile. Donc, on va faire le test avec vous, tout le monde. Je vais vous présenter 3 affirmations et vous allez seulement écrire 1, 2 ou 3 pour exprimer votre choix. Encore là, mettez-vous la peau dans la peau d'un adolescent de 14-15 ans ou 12-13 ans peut-être. Et puis, il ne faut pas trop y penser parce que vous allez avoir juste 10 secondes pour faire votre choix. Je vais essayer d'avoir accès à la boîte de clavardage ou peut-être que, Denis, vous pouvez me donner un peu la réponse majoritaire. Ça va être plus simple, je pense. Parfait. Alors, les 3 affirmations, je vais les lire doucement. Donc, pour l'exercice du dilemme de débutant, donc ça, c'est la phase d'altération. Je passe à la prochaine étape ici. Pardon, ça ne change pas. OK. Donc, apprendre à changer d'avis. Je commence. Ces événements terribles se produiront exactement au même moment, dans quelques minutes, et vous pourrez seulement utiliser votre super pouvoir pour empêcher l'une d'entre eux de se produire. Vous avez 10 secondes pour choisir une de ces 3 options. Option numéro 1. Vous avez le pouvoir d'empêcher un tremblement de terre dans un pays très loin d'ici qui fauchera la vie de 100 000 personnes que vous n'avez jamais rencontrées. Option numéro 2. Vous avez le pouvoir d'empêcher un accident d'avion dans un aéroport non loin d'ici où 200 personnes que vous n'avez jamais rencontrées périront. Option numéro 3. Vous avez le pouvoir d'empêcher un accident de voiture non loin d'ici qui tuera 2 personnes que vous ne connaissez pas. Maintenant, faites votre choix. Et puis, ça, c'est l'étape numéro 1. Bonne chance. Alors, Denis, quelle est Dans le moment, on voit surtout des 1, mais il y a quelques 2 et quelques 3. C'est bien. majoritairement des 1. Parfait. Donc, on a beaucoup de gens qui sont altruistes ici. C'est très bien. Et puis, c'est très bien d'avoir choisi 2 ou 3. On a tous des raisons différentes. Et ça, déjà, on le voit dans la première étape comme ça, que c'est important d'avoir des divergences d'opinion. Et les élèves le voient dans une classe. Et puis, avant de passer à la deuxième étape, on laisse les étudiants discuter de façon respectueuse, justement, et essayer de convaincre les autres de changer d'idée. Donc, déjà, on essaie de convaincre les autres de façon avec des arguments. Et après une période de discussion, d'habitude, quand je fais cet exercice-là, avec d'autres exemples aussi, les gens ont tendance à aller vers la majorité. C'est la nature humaine encore. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour 2 et 3 qui vont être convaincus par la majorité de voter pour le 1 avec plusieurs arguments comme ça. Et là,
après quelques minutes de discussion comme ça, où les gens ont commencé à changer d'idée ou à renforcer justement leurs convictions, on amène un nouvel élément. Donc, l'étape numéro 2, on dit, OK, maintenant vous avez encore 10 secondes pour choisir une des 3 options, mais il y a un nouveau fait qui est ajouté. Le but dans tout ça, c'est d'apprendre aux jeunes que c'est bien de changer d'idée ou que c'est souhaitable de changer d'idée quand on est présenté avec de nouvelles opinions. Encore là, vous êtes dans la peau d'un adolescent de 12, 13, 14 ans, disons. Et la prochaine étape, étape numéro 2, c'est qu'on ajoute une information supplémentaire et à l'option numéro 2. Les 3 options sont les mêmes, mais on ajoute que pour l'option où il y a l'accident d'avion, on dit « mais » l'un des passagers de l'avion qui est sur le point de s'écraser est le futur amour de votre vie, le véritable âme sœur que vous étiez destiné à rencontrer et qui vous rendra heureux pour le reste de vos jours. Mettez-vous dans la peau d'un adolescent et j'invite les gens à faire leur choix maintenant. On voit beaucoup de 2, là, Philippe. OK, il y a beaucoup de gens qui ont... Mais... C'est très bien. Encore là, il y a des divergences d'opinion. Ensuite, une fois que les élèves ont fait leur vote, comme ça, on les laisse discuter, ils essaient de changer d'opinion. Et puis, on voit déjà, par exemple, la moitié de la classe qui a voté pour 2 options, en moyenne. Ensuite, on fait la même chose. On fait une 3e étape. Et après une période de discussion, on ajoute un nouvel élément. Et là, on ajoute l'élément suivant pour l'option numéro 3, l'accident de voiture non loin d'ici. On rajoute « mais ». L'une des personnes impliquées dans cet accident de voiture s'avère être votre meilleur ami. Faites votre choix maintenant. Option 1, 2 ou 3. C'est le 3 qui est majoritaire, là. 3 majoritaire. Donc, on voit déjà la plupart d'entre vous avaient déjà changé d'idée au moins une fois. Et il y en a les plus altruistes parmi vous. C'est très bien aussi. Vous continuez à voter pour le 1 parce que vous pensez de façon globale, par exemple. Il n'y a rien de mal à ça. C'est parfait. Mais on ajoute une 4e, une 5e, une 6e étape et on ajoute des nouveaux éléments à chaque fois. Et là, ici, juste pour faire une démonstration de cette étape, justement, d'altération, on va ajouter un élément pour le numéro 1 parce qu'il y a sûrement des gens qui ont voté 1 depuis le début. Et là, je vais vous jouer un petit tour. On ajoute une nouvelle information pour le 1. Parmi les victimes du tremblement de terre, il se trouve un futur dictateur qui sera directement responsable de la 3e guerre mondiale, qui tuera plus de 80 millions de civils. Maintenant, faites votre choix. On a toute l'information ici. Il y a toujours le meilleur ami dans l'accident de voiture. Il y a toujours l'amour de votre vie à l'option numéro 2, où vous avez la chance de décider si le futur dictateur va survivre ou non. Maintenant, faites votre choix et ça devrait être un peu plus varié maintenant. Oui, c'est plus varié. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont retournés au 1, par exemple. Exactement. On a une réponse 4, Philippe, juste pour te... Ah oui, OK, parfait. C'est excellent. Donc, on peut continuer avec beaucoup d'étapes. Et pendant cet exercice-là de dilemme, on peut faire ça justement dans une activité un peu parascolaire ou ce qu'on appelle, nous, en Suède, c'est Elevensval, le choix des élèves. Et il y a beaucoup de dilemmes comme ça. On en connaît des classiques de la philosophie. Mais le but de celui-là est un peu plus simple, un peu plus proche des jeunes. Et il y en a beaucoup d'autres exemples comme ça, mais là, j'ai voulu prendre un exemple tiré du livre qui devrait être traduit en français. J'aimerais bien ça. Et puis, les 5e, 6e étapes, on peut aussi faire participer les élèves, ajouter un élément qui ferait en sorte que votre camarade de classe changerait d'idée. Et le but, c'est de juste montrer aux jeunes que pendant une demi-heure comme ça, quelqu'un peut changer d'idée 2 ou 3 fois quand on a justement des nouvelles informations. Donc, c'est rien de sorcier, puis ça ne crée pas vraiment de dissension parce que c'est tout hypothétique. On n'utilise pas des opinions politiques, c'est souvent des choses qui sont reliées sur des sentiments et on apprend beaucoup justement sur la nature humaine quand on le fait, surtout quand les gens réussissent à convaincre leurs camarades de classe de changer de camp et de revenir à leur idée, leur première idée. Donc, ici, on peut faire la démonstration qu'il n'y a aucun problème de changer d'idée quand on est présenté avec de nouvelles informations. J'utilise aussi des exemples de vidéos virales
qui sont souvent avec des choses générées par ordinateur pour développer des habitudes de vérification des faits avec les élèves. Quand j'enseigne la technologie, parfois, j'utilise un de ces vidéos, par exemple, de TikTok, qui démontre justement le manège Gyrodrop qui se trouve en Corée du Sud. Mais il y a quelqu'un qui a trafiqué justement les images pour le rendre encore plus spectaculaire. C'est absolument... je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo sur Internet. Mais les jeunes regardent des choses sur TikTok comme ça, ils les partagent et puis ils ne se rendent pas compte que même quand on regarde les vidéos, on voit que ça défie toutes les lois de la physique. Les gens qui l'utiliseraient justement ne pourraient pas survivre justement. Et je demande aux jeunes de regarder cette vidéo-là, de faire les recherches, de savoir où on peut trouver ce manège, de trouver des images, de trouver justement la hauteur de la tour, etc. Et puis là, ils regardent, ils comparent avec les faits qu'ils trouvent, ils comparent justement leurs recherches. Donc, ils apprennent à faire de la vérification, qui était l'étape numéro 2. Ils comparent justement leurs résultats et ils réussissent à avoir un consensus que, bon, ça c'est absolument faux et c'est quelqu'un qui essaie de faire du sensationnalisme pour avoir du clickbait, de l'appât à clic en français, je pense, qu'on appelle ça. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a beaucoup, justement, d'exemples avec des photos. On peut apprendre aux jeunes à faire des vérifications avec Google Images aussi. Et ensuite, quand on passe à la prochaine étape, il faut expliquer aussi qu'il y a des chambres d'écho numériques. Sur Internet, les billets de confirmation, et justement, on a une responsabilité épistémique et qu'on doit enseigner, qu'on a une énorme responsabilité parce que c'est facile, nous-mêmes pour les profs et pour les élèves, de se laisser prendre dans une bulle numérique de billets de confirmation. On sait comment les algorithmes fonctionnent sur Internet. Et faites juste une recherche, par exemple, pour des billets d'avion quelque part. Et soudainement, vous allez avoir beaucoup de publicité pour des voyages, etc. Ça m'est arrivé aussi une année où j'ai cherché pour acheter une batterie, par exemple. Donc, j'avais beaucoup de publicité qui bombardaient avec Yamaha et Tama et Pearl. Ça nous arrive tous, on a tous vécu ça, mais quand on comprend comment Google fonctionne et comment les autres plateformes de recherche fonctionnent, aussi, nos opinions vont être renforcées. Quand on cherche quelque chose de négatif sur quelqu'un, on va souvent avoir beaucoup plus d'informations quand on va faire d'autres recherches qui vont nous être suggérées. Donc, cette chambre d'écho numérique-là fait en sorte que nos opinions sont renforcées par encore plus d'opinions qui contribuent justement à notre billet de confirmation. Et c'est normal, mais il faut en être conscient. Et plus on en est conscient, plus ça nous donne du pouvoir, justement, de se libérer de cette cage mentale-là qu'on se crée autour de nous, de cette chambre d'écho numérique. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui croient des théories du complot, malheureusement. Et puis, nous devons enseigner la pensée critique à l'école afin de vacciner les étudiants contre la désinformation et les théories du complot. Au moins, leur donner la première dose de scepticisme à l'école. Et c'est notre rôle. Là, ici, j'ai pris une photo de Alex Jones, qui est très d'actualité maintenant, qui a été poursuivi, et puis c'est lui qui avait justement parlé du canular de Sandy Hook. Et on voit comment ça a détruit des familles. Aussi l'histoire de Pizzagate, les grenouilles homosexuelles, la Lune qui est un hologramme, et puis encore là, toujours les questions d'Illuminati. Et des gens comme ça qui ont des millions d'auditeurs, excusez-moi, mais ça n'a pas sa place au 21e siècle. Mais c'est le sensationnalisme qui vend, et puis malheureusement, on est aux prises avec beaucoup de gens comme ça qui font beaucoup parler d'eux et qui n'ont pas grand-chose à dire. On a beaucoup de théories du complot et de légendes urbaines. J'ai mentionné Illuminati, on a eu le Sasquatch ou Bigfoot, si vous préférez, le Pizzagate avec Comet, Ping Pong Pizza, par exemple. Depuis qu'on est tout jeune, depuis qu'on est des enfants, on entend parler qu'Elvis serait toujours en vie sur une île, parfois avec Marilyn Monroe, Kurt Cobain ou Jimi Hendrix. On entend beaucoup parler des chemtrails, qui sont en fait des contrails, de la pure condensation, et ça, les scientifiques peuvent l'expliquer de façon indéniable. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que le gouvernement utilise des façons de contrôler la pensée des gens avec des produits chimiques qui sont répandus par des avions. Encore là, c'est quelque chose qui est facilement vérifiable.
les reptiliens, des gens qui croient que la Terre est plate. On en a de toutes les sortes dans le monde, mais encore là, quand on est enseignant, il y a un risque. Il y a quelques étudiants dans une classe qui vont croire à certaines de ces choses-là. Il faut en parler de façon respectueuse et laisser de la place, justement, aux divergences d'opinion. C'est un art, justement. Par contre, il y a toujours la question, est-ce qu'on est vraiment mal informé ou on est vraiment indifférent à la vérité? Quand on regarde quelqu'un comme Kanye West, ou maintenant on devrait l'appeler Ye, qui est venu masquer justement tout récemment à l'émission d'Alex Jones pour parler de sa haine des Juifs, son antisémitisme. Je pense qu'il y a une limite parfois. Moi, je suis pour la liberté d'expression, mais quand c'est fondé sur de la désinformation ou de l'ignorance pure ou à certains degrés, on pourrait dire une maladie mentale, je pense que ces personnes-là ne devraient pas avoir une plateforme. Et j'entends beaucoup de gens dire « Oh, Philippe, tu fais partie de la cancel culture. » Non, ce n'est pas canceller la culture. Cette personne-là a le droit d'exprimer ses opinions, mais quand ça affecte justement le niveau d'intelligence de la masse populaire, je pense que c'est très grave et il faut dénoncer ces choses-là. Donc, je le fais maintenant, je le dénonce. Je pense que c'est une aberration qu'une personne comme Kanye West ait une si grande tribune pour exprimer des opinions aussi outrageous, je cherche le mot en français, mais outrageuses peut-être. Il y a beaucoup de gens aussi qui continuent à croire que l'homme n'a jamais envoyé des astronautes sur la Lune et qu'on a réussi justement à faire taire 400 000 personnes qui ont travaillé pour la NASA pour les missions, des atterrissages sur la Lune. Excusez-moi, je cherche mes mots en français encore. Mais ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut souvent associer les théories du complot qui sont liées à des arguments similaires et encourager les élèves à enquêter, à faire des déductions logiques. J'entends souvent mes élèves, par exemple, quand on parle de ça, qui vont dire « Ah, mais on ne voit pas les étoiles derrière les astronautes, donc ça doit être fait dans un studio. » Mais n'oubliez pas que les jeunes d'aujourd'hui ont appris à parler de photographie avec des appareils digitaux comme ça. Très peu d'entre eux ont eu la chance d'utiliser un appareil photo avec une aperture et puis un appareil comme on utilisait justement à l'époque, en 1969. Donc, ils ne comprennent pas vraiment le niveau d'exposition, les ISO des films, des négatifs de l'époque, parce qu'on apprend à parler de photos avec des appareils digitaux. Donc, ils ne comprennent pas que la photo de l'astronaute, c'est en plein jour et que le ciel est noir. Donc, le jour, on ne voit pas d'étoiles. Donc, c'est la même chose sur la Lune. Quand la poussière de régolithe sur la Lune reflète le soleil comme ça, il n'y a aucune chance de voir les étoiles. Et puis, la caméra, justement, a un niveau d'exposition qui est très, très réduit. Donc, on ne peut pas voir les étoiles. Mais puisqu'on l'explique de façon technologique, les jeunes doivent être initiés, justement, à la technologie qui était utilisée à l'époque, dans les années 60, 70, 80, même 90, parce qu'ils ne sont pas familiers avec cette technologie-là. Donc, des arguments comme ça, on peut les détruire facilement quand on réussit à expliquer les choses de façon simple et claire. Il y a aussi beaucoup de canulars qui ont été popularisés, qui ont même rendu certaines personnes convaincues de quelque chose qui est faux, comme l'exemple des pierres runiques de Kensington. Au Minnesota, il y a un immigrant suédois qui s'appelle Olof Öhman, qui a lui-même fait un texte en runes sur une pierre au Minnesota. Et c'est devenu une légende urbaine encore là, parce que ce canular-là, les gens ont cru que les Vikings étaient allés jusque dans les Grands Lacs, jusqu'au Minnesota. Il n'y a aucune preuve de ça. On sait qu'ils sont venus dans les Amériques. On a un beau site archéologique à L'Anse-aux-Meadows, à Terre-Neuve. Et on a des preuves irréfutables que les Vikings ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais qu'ils soient allés jusqu'au Minnesota, ça, c'est un peu plus difficile à vérifier. Mais quand on a fait cette découverte-là, tout d'abord, comme tous les experts doivent faire, ils ont fait une recherche, ils ont été voir, ils ont fait une analyse, et puis ils se sont rendus compte que le texte en runes contenait des phrases et des mots qui étaient plus utilisés il y a 700 ans et d'autres qui étaient utilisés plus il y a
1200 ans. Donc, c'était des époques différentes des Vikings. Donc, ce serait comme de prendre du vieux français de l'époque de la chanson de Roland et prendre du français moderne aujourd'hui et d'essayer de faire un texte avec un expert dans le futur pourrait voir justement qu'il y a un anachronisme. Et cet anachronisme-là a été prouvé par des professeurs de l'Université d'Uppsala en Suède qui sont allés étudier la pierre et qui ont démontré que c'était un canular qui a été fait par un Suédois qui voulait justement faire croire aux gens que les Vikings étaient allés là. Mais même si on a prouvé que c'était faux, il y a beaucoup de gens qui continuent d'y croire et même l'équipe de la NFL du Minnesota s'appelle les Vikings du Minnesota. Et on peut même voir le logo aussi contient plein d'erreurs de logique. Les Vikings n'avaient pas de cornes et puis ils ressemblent beaucoup plus à un Gaulois. Donc, il y a beaucoup pas de préjugés, j'utilise le mot, mais d'idées préconçues dans tout ça. Donc, ça laisse place à une belle légende urbaine qui est basée justement sur un canular. Un autre exemple que j'aime bien, en fait, je l'utilise ça en histoire pour enseigner justement les anachronismes et la pensée critique. Et là, il y a une réponse d'un élève de 14 ans en suédois qui explique justement comment cette légende urbaine-là a mené justement à cette idée de marketing d'utiliser la légende urbaine pour nommer l'équipe de la NFL, les Vikings du Minnesota. Un autre exemple de la Suède ici, sur la télévision nationale, l'équivalent de Radio-Canada en Suède, il y a eu un faux documentaire qui s'appelait Conspiration 58. Parce qu'en 1958, il y a eu la Coupe du monde de soccer ou de football. Ici en Europe, on appelle ça le football. En Suède. Et c'est l'année où Pelé est devenu une vedette quand le Brésil a remporté leur première Coupe du monde à Göteborg, la deuxième plus grande ville de la Suède. Donc, il y avait plusieurs stades en Suède et puis c'était la Coupe du monde de soccer, un peu comme il y a au Qatar aujourd'hui. Et puis, le documentaire disait que la Coupe du monde en Suède n'avait jamais eu lieu, que ça a été fait dans des studios et puis ça a été filmé en Californie par des producteurs d'Hollywood dans le contexte de la guerre froide. Et tous les arguments étaient très, très convaincants. C'était vraiment, vraiment bien fait. On voit ici les angles avec l'ombrage, par exemple, que c'était impossible à cette latitude-là d'avoir les ombrages pour les joueurs et pour le ballon. Il y avait même des photos satellites qui montraient que les stades n'existaient pas à l'époque où il y a eu la Coupe du monde. Il y a eu des entrevues avec des gens qui étaient en Californie, supposément. Mais tout ça, c'était du théâtre. Et c'était pour montrer aux gens comment on pouvait être facilement manipulé par les médias. Et le lendemain, il y a eu une enquête, et puis 80% des gens qui ont vu ce documentaire-là croyaient que l'information était vraie. Ils avaient été convaincus des arguments. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que 2 jours plus tard, les producteurs et la chaîne nationale de télévision suédoise ont expliqué aux gens que non, c'était un mockumentary, c'était juste un canular aussi pour justement faire la démonstration que les gens pouvaient être facilement manipulés. Malgré tout, une fois qu'ils ont admis que c'était faux, que la Coupe du monde avait vraiment eu lieu, et puis les gens ont des milliers de preuves que ça a eu lieu en Suède en 1958, il y a quand même un pourcentage de la population qui sont encore convaincus que le documentaire est vrai. Même si le producteur et les gens qui ont financé le projet ont avoué que c'était juste un canular. Ça démontre qu'il y a des gens qui sont prêts à croire n'importe quoi. Une fois qu'ils ont cru, ils vont rester ancrés justement dans leur petite forteresse d'idées préconçues. Donc, ils ont une conviction et ensuite, ils ne vont pas sortir de cette conviction-là. C'est grave. Il y a même un journaliste dans un journal danois qui a affirmé que les Suédois avaient des preuves que la Coupe du monde de 1958 n'a jamais eu lieu. C'est décourageant. Ce qui me fait peur aussi, c'est qu'en éducation, il y a beaucoup d'enseignants qui commencent à utiliser beaucoup YouTube et Internet pour justement rehausser leur enseignement. Et il y en a un aux États-Unis qui a des millions de vues sur Internet et c'est un site, un canal sur YouTube qui s'appelle Prager University. En fait, tout récemment, YouTube les a empêchés d'utiliser le terme université parce qu'ils ont changé maintenant pour PragerU, parce que ce n'est pas une université.
Et puis, ils ciblent les jeunes avec la désinformation. Et ce qui est bien avec ça, c'est que moi, je ne l'utilise pas pour informer les jeunes, mais je l'utilise pour les entraîner. Quand j'enseigne la géographie, je leur montre quelques vidéos comme ça, des vidéos comme qui dit, par exemple, que l'énergie fossile, c'est l'énergie la plus verte. Ou qu'est-ce qui est mal avec les panneaux solaires et l'énergie éolienne? Et est-ce que c'est vrai, ceux qui remettent en question justement que les experts en climatologie sont tous d'accord que les changements climatiques sont causés par l'activité humaine. Donc, je montre ces vidéos-là et ensuite, ils sont parfois vraiment convaincants. C'est des graphiques qui convaincre souvent les jeunes aussi. Ils invitent des personnes souvent qui ont l'air des experts, mais qui parlent d'opinion. Ensuite, je les invite à faire des recherches, mais pas nécessairement sur le contenu du vidéo. Mais je demande, cherchez tout d'abord qui est derrière cette entreprise-là qui est PragerU, maintenant Prager University. Et j'encourage les jeunes à faire des recherches sur qui finance ces sites web ou ces canaux YouTube. En l'espace de 10-15 minutes, en faisant une activité de groupe, les élèves vont découvrir des choses extraordinaires. Même moi, j'en apprends deux. Mais pour celui-là en particulier, des vidéos qui sont très convaincantes pour les jeunes, on a réalisé que la raison pour laquelle elles sont opposées autant justement aux idées sur justement les preuves scientifiques qu'on a sur les changements climatiques, c'est qu'ils sont financés par les deux plus grands donateurs, qui sont des milliardaires du gaz de schiste, les frères Dan et Ferris Wilks. Et là, ça c'est quand même Dennis Prager, le fondateur de ce canal-là, doit faire en sorte de promouvoir justement l'énergie fossile si les plus grands donateurs pour le site web sont derrière tout ça. Donc, on voit encore là, il y a un grand billet et il faut faire attention quand on utilise ça. Donc, il faut être conscient justement de la source. On peut le faire avec tous les autres sites web et on en trouve qui sont beaucoup plus fiables que d'autres. Par exemple, moi, je suis un grand fan de TED et TED-Ed ou Kurzgesagt. En français, je pense, en anglais, c'est In a Nutshell, qui offrent justement leurs références et qui vont faire des corrections si jamais ils font des erreurs. Par contre, on voit vraiment que Prager University ou PragerU maintenant, c'est purement de la désinformation. Il y a même des gens que je prenais au sérieux avant, qui ont participé à des vidéos de PragerU, maintenant qui ont perdu beaucoup de crédibilité à mes yeux parce qu'ils se sont associés avec ce groupe-là. Malheureusement, il faut peut-être éviter d'utiliser ce genre de vidéos-là en éducation. Il faut enseigner la valeur des preuves empiriques. Donc, si quelqu'un dit qu'il pleut et qu'une autre personne dit qu'il fait soleil, ce n'est pas notre responsabilité de citer tous les deux. Donc, le juste milieu, ce n'est pas toujours la bonne chose. C'est vrai que c'est bon en démocratie, mais notre responsabilité, c'est de regarder par la fenêtre et de découvrir ce qui est vrai dans ce contexte. Il faut demander des preuves empiriques. Et ça, on le connaît. On sait ça depuis les années 1500, 1600, à l'époque de Galilée, qui a appris justement à chercher des preuves tangibles, promouvoir la méthode scientifique de recherche, parce que, comme je le disais au départ, oui, c'est un art, mais ça devrait devenir une science. Faire la recherche, la vérification de faits, ça doit se baser sur la méthode scientifique de recherche. Je dirais même que... 14h50. Oui, parfait, il me reste 5 minutes. Je dirais même que le développement de la pensée critique, c'est aussi important que la littératie et la numératie à l'ère de l'information. Et qu'est-ce que ça donne de façon concrète, la pensée critique? J'aimerais donner un exemple ici, que ce n'est pas toujours faire de la vérification de faits, mais ça peut servir à autre chose. Donc, tout récemment, mes élèves de 9e année, les deux classes, 9A et 9B, ont remporté la première et la troisième place dans un concours de sciences où ils devaient trouver des solutions justement pour soit créer ou préserver ou storer de l'énergie verte. Et donc, ils ont remporté un total de 128 000 couronnes suédoises dans ces concours-là. Là, ils vont avoir ça dans leur caisse commune et puis ils vont faire un voyage de fin d'année avec cet argent-là. Et je suis très fier d'eux. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont remporté ça? C'est pas juste les idées qu'ils ont démontrées ou qu'ils ont présentées au jury, mais c'est aussi la façon qu'ils ont répondu aux questions difficiles du jury.
Donc, avoir de la pensée critique, ça s'applique aussi en ingénierie, en sciences, en technologie. C'est pas juste faire de la vérification de faits sur Internet. C'est une façon de penser. Et quand on développe cette façon de penser-là, je pense que les jeunes ados ont vraiment besoin d'une forte dose de pensée critique dans le futur parce qu'on en a besoin. On a besoin de jeunes créatifs. Et j'entends certains critiques parler de l'impossibilité d'enseigner la pensée critique. Et je vais revenir là-dessus. Mais tout d'abord, j'aimerais faire une citation du livre qui est traduite, traduction libre ici de moi. Donc, les enseignants qui souhaitent développer les compétences de pensée critique de leurs élèves doivent fournir de nombreux exemples de cas de désinformation et laisser les élèves participer à de nombreuses activités qui leur permettront d'acquérir des compétences d'investigation durables. Mais d'abord et avant tout, les enseignants doivent être en mesure de convaincre les élèves qu'ils auront une meilleure chance de réaliser ce à quoi ils aspirent pour le reste de leur vie s'ils apprennent à penser de manière critique et à discerner la crédibilité et l'exactitude des sources quand ils sont jeunes. Donc, je reviens maintenant sur des choses qui font partie du livre, justement, Transformative Education. Il y a beaucoup de gens qui vont dire on ne peut pas enseigner la pensée critique. Et je pense que c'est faux. Il y a des gens qui vont dire la même chose de la créativité. On ne peut pas enseigner aux jeunes à être créatifs. Mais nous, notre rôle comme éducateurs, comme enseignants, c'est avant tout de créer les conditions pour justement encourager les jeunes à développer leur créativité et à développer leur sens de pensée critique. Et pour ça, je pense que ça se fait en étapes, mais il faut créer un environnement tout d'abord sécure, où les jeunes ont le droit de s'exprimer et ont le droit de faire des erreurs. Si on est dans une classe où les jeunes vont s'exprimer et la moitié de la classe va faire des commentaires ou juste avoir le mauvais body language quand les jeunes ne sont pas d'accord sur quelque chose, je pense qu'on fait fausse route. Il faut apprendre aux jeunes les meilleures idées, souvent, commencent avec des erreurs. Donc, il faut laisser la place à l'erreur, que ce soit pour développer la créativité ou la pensée critique. Donc, il ne faut pas juger, il ne faut pas qu'ils se sentent toujours évalués non plus. On doit laisser de la place, justement, à un peu plus laisser un peu plus de place, justement, à la possibilité d'apprendre de nos erreurs. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Je vous encourage tous à vous procurer le livre Transformative Education. Et Denis, j'attends savoir si vous avez des questions, des choses spécifiques. Je vais arrêter la présentation et je vais voir si vous avez des questions dans le chat ou en personne. Je vous écoute. Merci encore à tout le monde. Ben, écoute, je vais en profiter pour te dire un gros merci, Philippe. On voit les commentaires où les gens disent qu'ils ont hâte à la traduction du livre, puis les gens disent aussi qu'ils en auraient voulu encore. Puis je pense que c'est un sentiment que pas mal tous les gens qui sont ici partagent. Notre journée se poursuit, donc les gens ont un autre atelier qui commence dans à peine 5 minutes. Mais écoute, un gros merci. Puis je suis convaincu qu'on va collaborer encore dans l'avenir avec, avec Tactique ou avec d'autres gens de l'Ontario français. Donc, on avait plus d'une centaine de personnes cet après-midi. Donc, une très bonne participation à ta conférence. On est très contents. Puis, tu nous as fait réfléchir encore une fois. Puis, il faut montrer aux élèves où regarder sans leur dire ce qu'ils devraient voir. Tu as commencé avec ça. Puis, ouais. Un beau défi. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Salutations de la Suède. Ça m'a fait vraiment plaisir et puis j'espère avoir la chance de vous revoir. Je vais vous dire au revoir en suédois. Hej då, god kväll. Avez-vous partagé le lien de la présentation? Est-ce que je l'ai manqué ou non, vous ne l'avez pas partagé? Je pense qu'il ne partage pas d'habitude, Philippe. Il y a beaucoup de matériel dans ces choses qui, en tout cas, qui préfère ne pas partager, je pense. Donc, on peut lui redemander, mais habituellement, il ne partage pas. D'accord. Merci. Bye, Denis. Bye, Christine. Bonne journée.